Apprendre à débattre entre nous, apprendre à débusquer les arguments rhétoriques fallacieux, tel est l'objectif de Pecdemus Débat. Pour le premier numéro, nous allons vous proposer une réponse à un commentaire posté sur la deuxième vidéo de Pecdemus et qui concernait le biais du survivant. Ce commentaire commence par un accord global, constat et contenu globalement juste. La démarche de Pecdemus est d'essayer d'apporter un certain nombre de sources venant de différents domaines des sciences humaines pour essayer de poser l'ensemble des débats qui se posent à notre profession depuis des années, mais aussi aux établissements dans lesquels nous enseignons. C'est aussi de tenter d'améliorer la qualité des débats que nous pouvons avoir les uns avec les autres, et cela passe naturellement par la lutte contre les arguments rhétoriques fallacieux. On ne peut que déplorer que cette réponse en comporte un certain nombre. Si nous avons voulu faire ce premier Pecdemus Débat à propos de ce commentaire, c'est qu'il reprend un certain nombre d'arguments rhétoriques fallacieux qu'on peut entendre depuis des années dans les écoles de musique comme seule réponse aux questionnements qu'on peut légitimement se poser par rapport à l'enseignement musical spécialisé. Entrons donc dans le vif du sujet. Le commentaire continue, mais deux soucis. Merci de ne pas confondre formation d'enseignants et bourrage de crâne ou propagande anti-religieuse qui n'a aucun rapport avec le schmilblick. Vous auriez pu citer n'importe quel autre exemple plus neutre concernant le biais du survivant. Pecdemus n'a aucune volonté ou prétention d'être un organisme de formation des enseignants. C'est une chaîne YouTube indépendante qui essaie de poser un certain nombre de problèmes, de se servir de ce média pour essayer de poser des débats et aussi de regrouper un certain nombre d'enseignants qui ont envie que les choses changent, évoluent un peu dans les établissements d'enseignement artistique. Les résultats de la première parution de Pecdemus sont très encourageants de ce point de vue-là et vont sans doute permettre de fédérer un certain nombre d'enseignants qui ont la volonté chevillée au corps de faire évoluer leur métier et les établissements dans lesquels ils travaillent. Concernant la pseudo-propagande anti-religieuse qui serait faite dans cette vidéo. Deux choses. La première, la foi est une question intime, est une question personnelle. Elle ne regarde personne. Chacun est libre dans notre société de croire ou de ne pas croire en ce qu'il veut. On peut croire en une entité surnaturelle. On peut aussi ne pas y croire. Ça ne regarde personne. Autre chose est de prétendre qu'une entité surnaturelle est responsable de miracles et de susciter l'espoir chez de nombreux malades, soit incurables, soit désespérés, qui vont à Lourdes chaque année. Le bourrage de crâne dont parle le commentaire n'est certainement pas à mettre au crédit des sceptiques, mais plutôt des religieux qui font croire à des millions de pèlerins qu'en allant à Lourdes, ils ont plus de chances de guérir de manière miraculeuse et qui font sans cesse appel à une entité surnaturelle dont on n'a guère besoin pour expliquer les guérisons inexplicables par la science aujourd'hui qui ont lieu à Lourdes depuis 150 ans. C'est quand même dommageable quand vous formez ou vous adressez à des agents publics en devenir ou déjà en poste. Au sein des droits et obligations du fonctionnaire, le devoir de réserve vous dit-il quelque chose ? Alors, encore une fois, Pecdemus s'adresse à tout le monde, y compris aux usagers du service public de l'enseignement musical, mais aussi des associations. Et la liberté de parole de Pecdemus s'inscrit dans la loi, c'est-à-dire la liberté de conscience et la liberté d'expression et de critique, surtout concernant des affirmations péremptoires d'entités magiques donnant des faux espoirs aux gens. Le mot « survivant » n'est pas anodin. Nous ne sommes pas les rescapés d'une tuerie. Comme beaucoup de formateurs, j'ai la curieuse impression que vous voulez à tout prix casser l'ancien modèle, l'ancien système. On est à la fois devant un biais de généralisation et un procès d'intention. Le procès d'intention est un sophisme consistant à invoquer le discrédit sur une personne en lui prêtant des intentions inavouables et condamnables dans quelque domaine que ce soit. On peut suivre des formations en tant qu'enseignant dans les écoles de musique quand on a la chance d'en savoir proposer, sans pour autant se trouver en danger face à son métier. On peut au contraire penser que les formations ou les formateurs ont des choses à nous apporter et vont pouvoir nous faire réfléchir et progresser dans notre pratique d'enseignement. Mais je serais curieux de savoir si vous avez les deux pieds sur le terrain de l'enseignement artistique. Cette question porte à un sous-entendu, celui que l'auteur de ces vidéos serait déconnecté de l'enseignement. Il est dommage de se dire que face à des arguments, on préfère laisser penser que son auteur est déconnecté plutôt que de tenter de répondre sur le fond avec des arguments par exemple. Cependant,
il peut être légitime de se demander d'où je parle. Eh bien, je suis enseignant artiste depuis 1994. Depuis cette date, j'ai enseigné le violoncelle, la formation musicale, la musique de chambre, l'improvisation. J'ai dirigé un orchestre à cordes, un ensemble de violoncelle, un atelier de création musique et danse, un autre de musique, danse et théâtre, des groupes d'éveil musical, etc. Également été coordinateur d'une école intercommunale de 500 élèves. Nous avons un métier de service public ou de service au public quand on travaille en association. Et ce métier, nous devons en rendre compte devant la collectivité, à la fois par rapport aux objectifs qui nous sont donnés par cette même collectivité et que j'ai rappelé dans la première vidéo sur la sociologie à travers notamment les directives données dans le schéma national d'orientation pédagogique. Mais nous avons aussi des résultats. Les résultats sont plus compliqués à obtenir puisqu'il existe peu de chiffres ou peu d'études, en tout cas pas d'études systématiques des résultats. On ne sait par exemple pas ce que deviennent les élèves quittant les établissements d'enseignement spécialisés avant la fin du premier cycle, et qui sont très nombreux. On ne sait pas s'ils continuent la musique, s'ils ont trouvé leur compte, on n'en sait rien. Et poser toutes ces questions-là et poser la place de l'enseignement artistique dans la société me paraît être le rôle de chacun et sans doute pas strictement le rôle de ceux qui y enseignent. Non, les enseignants artistiques ne sont pas les seuls à pouvoir donner leur avis sur ce qui se passe dans l'enseignement artistique. D'abord parce qu'encore une fois, c'est de l'argent public et aussi une mission de service public. Et donc l'ensemble de la société doit pouvoir étudier les conditions dans lesquelles on réalise l'enseignement musical dans ce pays et éventuellement pouvoir intervenir dans le débat de l'élitisme, de l'échec relatif et quand même important en termes numériques de l'enseignement artistique, vu le nombre d'élèves concernés et vu le nombre d'élèves qui, passant dans les établissements d'enseignement artistique, finissent par devenir musiciens, amateurs ou professionnels. Pour faire un parallèle, et si on pense à la crise du Covid que nous venons de traverser et de laquelle nous ne sommes probablement pas sortis, le débat sur l'hôpital public concerne également tout le monde, même s'il y a des spécialistes, en l'occurrence ceux qui y travaillent et qui peuvent nous apporter un avis d'expert, un avis particulièrement éclairé sur la pratique. Mais ce que doit être l'hôpital, ça concerne tout le monde. Est-ce qu'il doit être ouvert à tous? Est-ce qu'il doit avoir les moyens de soigner tout le monde? Ça, c'est un débat de société et tout le monde peut s'y engouffrer. On n'a pas besoin d'être ni aide-soignant, ni infirmier, ni médecin pour s'en emparer. Aujourd'hui, la norme d'entre nous n'enseignons pas nécessairement comme nous avons été enseignés. Nous ne reproduisons pas un modèle sans réfléchir, sans quoi il n'y aurait plus d'élèves. Mais nous nous battons également contre votre modèle idéologique de table rase qui fait le lit des coupes budgétaires et des politiques démagogiques. Le « nous » est utilisé ici de façon manipulatoire. En effet, l'auteur de ce commentaire est bien seul derrière son clavier. L'utilisation du « nous » cherche à opposer les enseignants artistes et l'auteur de la vidéo qui serait, lui, déconnecté. En utilisant le « nous », le commentateur manipule son auditoire en laissant penser qu'il y a là un monolithe, que tous les enseignants pensent comme lui, qu'il les représente. Il n'y a aucune donnée qui affirme cela, c'est une manipulation, un sophisme. C'est aussi ce qu'on appelle un argumentum ad odium, c'est-à-dire une forme d'argument de réfutation sophistique, consistant à rendre odieuse la thèse adverse en la reformulant et en la connotant de façon péjorative, sans justification apportée sur le fond. Le rapport entre la vidéo sur le biais du survivant et les coupes budgétaires et les politiques démagogiques, c'est assez compliqué à établir. En tous les cas, ça n'est pas établi par l'auteur de ce commentaire. On a à faire face dans ce commentaire aussi à un autre sophisme, qu'on appelle le sophisme de l'homme de paille ou de l'épouvantail. C'est un sophisme qui consiste à présenter la position de son adversaire de façon volontairement erronée et après à se battre contre ce qu'on fait dire à son adversaire. Continuez si ça vous chante, mais sachez que vous en trouverez toujours sur votre chemin pour s'opposer à votre idéologie iconoclaste. Iconoclaste, selon Larousse, qui est ennemi de toute tradition, qui cherche à faire disparaître tout ce qui est le passé, synonyme vandale, contraire iconolâtre. Nous savons très bien que nous formons majoritairement des amateurs, entre guillemets.
Mais en suivant le moulin auquel vous apportez de l'eau, bientôt il n'y aura plus que les amateurs pour former qui, à quoi et comment au juste. C'est ça votre modèle pour demain. Voilà un autre exemple de sophisme qu'on appelle la pente savonneuse, également appelée pente fatale ou pente glissante. C'est un type de raisonnement qui exagère les conséquences d'une thèse en imaginant une chaîne de conséquences aboutissant à une conclusion catastrophique. Ce terme peut donc parfois désigner un raisonnement fallacieux, un sophisme. Le choix entre la perte de notre patrimoine et de notre savoir-faire artistique, de notre niveau national, à cause de gens qui nous tapent dessus dogmatiquement et confondent exigence et élitisme, art et divertissement, improvisation et tâtonnement pseudo-créatif, apprentissage artistique et sensibilisation aux découvertes, enseignement artistique et garderie décorative. Rien que ça. On a échappé de peu aux myriades de scorpions. Pardon pour l'ironie. On est en face d'un nouveau sophisme qu'on appelle le faux dilemme. C'est une méthode qui consiste à n'offrir que deux alternatives déséquilibrées en omettant toute autre alternative pourtant possible. Il peut s'agir de réduire le choix à deux alternatives qui ne sont pas réellement contradictoires au final. Le choix est confisqué et la décision étriquée. Un des exemples récents est l'argument de Bush lors de la guerre contre l'Irak. Ceux qui ne seront pas avec nous seront contre nous. Si tu n'es pas ceci, alors c'est que tu es comme ça. Si tu n'es pas contre, tu es pour. Si tu n'es pas pour le complot du 11 septembre, alors tu es pro-Bush. Nous avons là un mode de pensée assez primitif où il n'y a pas de troisième, de quatrième ou de cinquième voie. Non. C'est le yin et le yang, le noir et le blanc. C'est un sophisme très répandu, assez autoritaire et souvent utilisé pour opposer le moins pire au pire. Et celui de se voir remplacé par les Slaves ou les Asiatiques qui demain, s'ils ne sont pas parfaits, n'auront pas oublié de bosser lors de leurs années d'études. Dans ce dernier cas, vous pourrez vous désoler de l'état de l'emploi dans ce secteur du pays et inclure des cours de français intensifs. J'ai toujours du mal avec les généralisations. Le fait de dire que les Slaves et les Asiatiques ne sont pas parfaits, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire et je pense qu'on est sur un terrain extrêmement glissant. Ce que j'entends par contre à travers ce type de phrase, c'est finalement aussi le modèle dans lequel nous avons grandi. Un modèle d'ultra-compétition interindividuelle, où l'ensemble des examens finalement se transforment en concours, avant que les vrais concours n'arrivent. Et au final, on est tous en compétition les uns avec les autres. Il faut croire donc que pour ce commentateur, il y a un enjeu à opposer les Français et ceux qui seraient issus des pays slaves ou des pays d'Asie. Bon. Si c'est ça la réalité de demain, je dois vous dire qu'elle me fait déjà honte et que, jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai contre. Compliqué. Bref, nous ne serons d'accord que sur un point, le biais du survivant est à prendre en considération dans sa pédagogie, mais certainement pas tel que vous l'instrumentalisez en tentant de manipuler idéologiquement votre audience. On est, pour finir dans ce commentaire, sur ce qu'on appelle une attaque ad hominem, une attaque personnelle, avec un procès d'intention. Le commentateur a-t-il fait quelques démonstrations que ce soit de ma volonté de manipuler qui que ce soit idéologiquement? Non. A-t-il usé et abusé de sophisme, c'est-à-dire d'arguments fallacieux? Il me semble que oui. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je voulais répondre à ce commentaire. L'autre raison, et je l'ai dit en début de vidéo, c'est que la plupart des débats qui peuvent avoir lieu dans les écoles de musique sur toutes ces questions déclenchent ce genre de réaction. Et de manière assez régulière, avec de grandes faiblesses argumentatives. Très peu de sources, très peu de volonté réellement de descendre dans l'arène pour savoir finalement ce qu'on défend comme modèle d'enseignement artistique pour demain, pour la suite, et sans volonté réelle de regarder le bilan de ce qui a été fait, y compris vis-à-vis des exigences que la collectivité nous assigne. Et ça me paraissait intéressant pour essayer d'éviter. Alors, ce sera sans doute pas le dernier commentaire de cet ordre-là. Et de toute façon, nous avons décidé de laisser l'ensemble des commentaires, même un commentaire comme ça qui est à la limite de l'insulte, mais voilà, qui permet aussi de nourrir le débat et de voir aussi l'état du débat actuel sur l'enseignement artistique dans notre pays, avec quand même un milieu enseignant qui est très, très divisé
et en tout cas pas du tout homogène sur toutes ces questions-là.